est fait en 2002. Ça s'adresse aux intervenants qui doivent planifier ou réaliser à court, moyen, long terme. 2022, c'est ça. Des travaux de voirie sur des chemins à faible utilisation. La conférence fera donc état des résultats des recherches qui ont mené à l'élaboration de ce guide-là. Sylvain est professeur titulaire et directeur du programme en aménagement et environnement forestier au sein de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Il enseigne plusieurs cours couvrant les concepts de l'hydrologie appliquée aux milieux forestiers humides. Ces domaines d'expertise et de recherche sont liés aux effets de l'aménagement forestier sur l'eau, à la voirie forestière, à la mesure de la neige en milieu forestier, à l'hydrologie des tourbières ainsi qu'à la cartographie hydrographique à partir de données LIDAR et bien d'autres choses. Père de 3 enfants, c'est merveilleux. Je vous confie M. Sylvain Jutras. Merci, Sylvain, d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Bien content d'être ici pour relancer les cafés forestiers. Donc, j'en profite pour vous souligner que je fais partie de 2 centres de recherche, donc le CEF, qui est le Centre d'études des forêts, et Centro, qui est le Centre de recherche sur l'eau. Donc, j'ai l'habitude de me présenter normalement dans des conférences comme étant généralement reconnu comme le forestier parmi les hydrologues ou bien l'hydrologue parmi les forestiers. Puis ça me fait plaisir de justement jouer souvent ce rôle-là de... Je ne suis pas tout à fait dans la gang exactement, mais en même temps, je fais partie des différents groupes de recherche. Et je suis aussi président d'un organisme de bassin versant, la CAPSA, depuis 2009, donc ça fait déjà 14 ans. Ça teinte beaucoup ma façon d'enseigner, mais aussi de présenter les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, mon plan pour aujourd'hui, c'est de vous présenter le guide de saine pratique des chemins pour les chemins à faible fréquentation. C'est un document qu'on a publié il y a à peine quelques mois, donc c'est en mars 2022. C'est un document qu'on a publié à l'interne. C'est publié à l'Université Laval, c'est un PDF, il n'y a pas de document papier, il n'y a pas de maison d'édition, mais c'est largement distribué à travers tous ceux et celles qui veulent le lire. Donc, mon plan aujourd'hui, c'est de vous présenter l'origine du projet en présentant les résultats qui ont été obtenus pour, entre autres, mais pas uniquement ça, les traverses à gué aménagées, parce que c'est ce que vous voyez justement sur la page couverture du guide, c'est une traverse à gué aménagée. Mais pourquoi on en est venu là, comment on a mesuré, c'est quoi les résultats de recherche qu'on a obtenus? C'est ce que je vais vous présenter pour ensuite vous glisser le contenu du guide pour vous présenter comment on l'a construit pour que ça devienne un outil d'aide à la décision visant à vous proposer les meilleurs choix pour l'entretien à long terme de la voirie forestière, la déclassification, qui est justement une espèce de zone assez grise, et la fermeture, qui est aussi pas super claire tout le temps dans les cadres réglementaires. Et justement, bien important, message d'intérêt public. Ce que je vous présente et ce qui est présenté dans le guide, il y a plusieurs recommandations qui sont actuellement illégales sur terre publique parce que ça ne respecte pas le règlement sur l'aménagement durable des forêts. Ceci étant dit, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec le guide, c'est des saines pratiques. Donc, je commence par une mise en contexte de la situation de la voirie forestière assez courte cette fois-ci, où je vous présente, il y a quand même assez longtemps, les résultats de la commission Coulombe. La commission Coulombe a suivi, en fait, c'était une commission d'études sur la gestion de la forêt publique québécoise qui a été publiée en 2004. Il y a eu plusieurs mémoires qui ont été présentées pendant la commission d'études. Il y en a plusieurs qui dénonçaient le sous-entretien de la voirie forestière, entre autres Bélanger et Atteint, déjà en 2004, avait un rapport très bien fourni, très bien documenté, mais ce n'est pas les seuls. Donc déjà en 2004, il y a 20 ans, ça passe vite, hein? Il y a 20 ans, il y avait déjà des gens qui disaient qu'il y avait un problème d'entretien de la voirie forestière. Puis les commissaires recommandent, il y a 2 points, donc de faciliter la fermeture des chemins forestiers et de planifier le réseau de chemins par et pour l'ensemble des utilisateurs du territoire. 2 choses qui sont partiellement en train d'être faites depuis 20 ans. On n'est pas rendu à avoir ni l'une ou l'autre de ces recommandations-là qui a été clairement répondue. Précise aussi que, c'est un texte copié, là, qu'il n'existe pas au Québec de mesures législatives claires concernant la fermeture ou la remise en production de certains tronçons de chemin devenus inutilisés. Et là, c'est là, chemin inutilisé, là. Ça, là, c'est déjà en 2004, on le savait qu'il y en avait. Imaginez comment il y en a aujourd'hui des chemins inutilisés si on est 20 ans plus tard, suite à une commission qui a été publiée en 2004. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que déjà à ce moment-là, il y a 20 ans, il y avait quelqu'un qui a dit, la commission, la désactivation des chemins est maintenant légiférant en Colombie-Britannique, tandis qu'au Québec, cette pratique n'est encore qu'au stade expérimental sur de petites superficies. Donc, je n'ai rien inventé, là. Ça, c'était
à peine ingénieur forestier quand tout ça a été sorti. Donc, par la suite, il y a même eu le bilan d'aménagement durable des forêts du Bureau du forestier en chef en 2010 qui a dit que justement, dans son évaluation, les chemins forestiers sont sans surveillance parce que les entreprises forestières sont responsables de l'état des chemins pendant leur utilisation, mais qu'après cette période, les entreprises n'effectuent aucun suivi de ces chemins parce que ce ne sont pas leurs chemins, ce sont des chemins publics. À partir, on parle de chemins publics là, en ce moment. Ensuite, ce qui a été dit, c'est que l'absence de suivi, de bilan ou de plan d'action à l'égard des vieux chemins, des vieux ouvrages permettant de traverser les cours d'eau, il n'y en a pas. Là. Donc, il y a une absence de suivi à l'heure actuelle, puis il n'existe aucune évaluation de l'ampleur du réseau routier forestier abandonné. Je reviens encore avec ce qui a été soulevé par la commission Coulombe, et de son apport en sédiments dans le milieu aquatique. Donc, là c'est là que moi, l'ingénieur forestier, qui est spécialiste de l'hydrologie forestière, qui est payé par l'Université Laval pour étudier la science de l'hydrologie forestière, j'ai dit, bien là, on est quand même toujours bien des limites. Là. Il y a des menaces à l'apport qui est causée par les chemins abandonnés pour le milieu aquatique. Puis ça, c'est ma responsabilité de travailler là-dessus. Donc, à partir de là, on a fait une première étude qui s'est passée en 2015. C'était la maîtrise de Philippe Paradis-Lacombe, qui a travaillé avec des partenaires qui étaient d'avis qu'on avait une situation problématique. Donc, c'était la Fondation La Faune du Québec qui a financé le projet. La Fédération des pourvoiries du Québec, ZEC Québec, CEPAC, la Forêt Montmorency, ce sont des intervenants fauniques. Eux autres le savent, ils font leur cash en vendant du poisson. Puis, justement, ils se rendent compte que l'accès au territoire est très important pour, oui, le poisson, mais aussi pour l'accès pour le gibier. Mais à travers tout ça, ils savent que l'état des chemins n'allait pas bien. Mais ils voulaient avoir des données réelles. Puis à partir de là, on a inventorié des centaines de kilomètres de chemin, plusieurs centaines de ponceaux. Puis on en vient à la conclusion qu'au-dessus de 400 000 kilomètres de chemin en forêt publique existent. Puis à ce moment-là, quand on a commencé en 2015, le gouvernement du Québec publiait qu'il y avait 25 000 kilomètres de chemin permanents en 2015. Puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte, oh, hey, c'est vrai, dans le bilan, il faudrait peut-être tenir en compte des chemins qui ne sont pas des chemins numérotés. Parce que là, dans les données de 2015, il n'y avait que les chemins qui étaient pavés du ministère des Transports qui apparaissaient dans les bases de données. Puis depuis, bien là, effectivement, ils savent qu'il y a au-dessus de 470 000 kilomètres de chemin en forêt publique. Mais les bases de données des chemins étaient incomplètes. Il y avait au-dessus de 35 % des chemins qui étaient abandonnés, au-dessus de 75 % des chemins qui n'étaient pas entretenus, puis plus de 50 % des traverses de cours d'eau qu'on a inventoriées, qui étaient de façon assez aléatoire pour avoir une idée quand même assez générale, les traverses de cours d'eau qui sont dans un état de dégradation avancé. Et c'était les mêmes données que nous disaient justement les intervenants fauniques. Ils savaient, eux autres, ils disaient, c'est comme ça, là, mais on n'a pas de preuves. Là, on en a. Et la durée de vie des traverses de cours d'eau dépasse rarement 30 ans quand c'est des tuyaux de métal. Un tuyau de métal, là, tu l'achètes, quand ils te le vendent, ils disent que ça ne durera pas plus que 25 ans. S'il est bien posé, tu peux peut-être les tirer un peu. S'il est mal posé, tu ne prendras même pas 25 ans. Donc, on est dans une situation où on a construit beaucoup de chemins. On ne l'a pas nécessairement bien entretenu. Les chemins, il y en a beaucoup qui ont été construits des années 90 à 2000. Lorsqu'ils sont peu fréquentés et non entretenus, des cas d'érosion comme celle-là sont très fréquents. Mais là, sur un point de vue de gestion d'accès au territoire, les gens vont dire, bien, un coup de graideur, une petite pelle, on est correct. Mais sauf qu'à la base, c'est que ça, c'est que les sédiments qui sont là, sont rendus dans le réseau aquatique. C'est un apport massif de sédiments vers les cours d'eau. La même chose avec des situations où là, on le voit, là, comme un barrage de castors, on s'entend. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas entretenu notre route. Puis là, oui, mais il faudrait gérer les castors. Oui, mais on n'y va plus dans ce secteur-là. Donc, il y a toujours une excuse pour dire qu'on n'entretiendra pas la route qui n'est pas sous notre responsabilité, qui est publique. Puis à partir de là, bien, on a des apports massifs de sédiments vers les cours d'eau. Suite au constat qui a été fait par notre équipe de recherche, on s'est dit, là, il faut arrêter de juste faire le constat, mais il faut trouver des solutions. Puis c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui, où on a cherché des solutions au point de vue scientifique en montant un projet de recherche qui s'appelait, il est terminé maintenant, Développement de méthodes de mise hors service de chemins à faible fréquentation. Puis là-dedans, on a fait un projet qui a duré 5 ans, qui a commencé en 2017, qui s'est terminé l'année dernière, donc il y a à peine 9 mois, 10 mois. C'est un financement qui venait du fédéral, le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles du Canada,
Et le projet, c'est un projet de recherche et développement coopératif où on a besoin d'apports financiers qui proviennent de partenaires. Dans ce cas-là, on a eu un budget total de près de 800 000 sur 5 ans. Et les partenaires ont été Hydro-Québec, qui était au départ Transénergie, là, mais ça a changé de nom. Donc, le Transénergie, c'est ceux qui font le transport de l'électricité. Ensuite, on a Énergir, qui était Gaz Métro à l'époque. Et, oui. Ah, OK. Ça ne sera pas très long. Il y a FP Innovation qui fait partie aussi du projet et le ministère Forêt, Faune et Parcs qui a participé dès le départ à l'élaboration du projet. Donc, on a toujours eu des gens du ministère des Forêts qui participaient à nos rencontres et à l'élaboration des projets de recherche. Les co-titulaires étaient Normand Bergeron de l'INRS-ETE, qui est spécialiste du libre passage du poisson, entre autres saumon, truite. Pardon, Sylvain, là, on a perdu le son. Je vais vous montrer ça, ce ne sera pas long. Merci, Antoine. Donc, les chemins à faible fréquentation, c'est justement grâce aux études qu'on a pu faire d'inventaire du réseau routier, on s'est bien rendu compte qu'il y avait toutes sortes de classes de chemins. Puis là, on a lâché un peu la question d'essayer de caractériser les classes de chemins de hors-route 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du cadre réglementaire du gouvernement du Québec, mais plutôt de dire, attendez, là, on va se promener sur les routes et on va regarder. Donc, ce qui est assez classique, c'est de voir des chemins de classe 1, 2 qui sont fréquentés et entretenus. Ça, on en voit beaucoup sur le territoire, mais ça représente au total une infime partie du réseau routier. C'est à peine 2 à 3 de tout le réseau routier qu'il y a sur terre publique. Puis ce qui domine, c'est des chemins peu fréquentés qui sont généralement peu entretenus. Ce n'est pas toujours le cas, mais on retrouve une quantité hallucinante et c'est là puis ça saute dans les données là, du ministère. Là. Il y a plus de 50 des chemins qui sont cartographiés dans la base de données Routard, qui est maintenant Adresse Québec, mais peu importe, là, la base de données gouvernementale, les chemins sont cartographiés, mais plus de 50. On a encore perdu le son. C'est correct? Le son, m'entendez-vous? C'est revenu, Sylvain. Oui, c'est revenu. Tu es en train de faire sauter toute team. Tu es trop populaire, Sylvain. Oui, c'est ça l'affaire. Hein? Je pense que ça aurait pris Zoom. Puisqu'on connaît qu'il y a des méthodes, en fait, il y a des chemins à faible fréquentation et quand on voyait la question des chemins à faible fréquentation, on s'est rendu compte que dans la littérature scientifique, presque partout ailleurs, ça n'existe pas vraiment parce qu'on n'abandonne pas des chemins de façon légale ou fréquente. Donc, la plupart des endroits, puis là, on a consulté la littérature du Québec, on s'est rendu compte que ni dans le règlement sur les normes d'intervention, ni sur le règlement d'aménagement durable des forêts, il était question d'autre chose que de construction ou fermeture. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'alternative. Ou bien tu construis des chemins pour qu'ils t'offrent là pendant 25 ans sans avoir aucune obligation d'entretien, ou tu fermes ton chemin. Mais tu n'as pas d'autre alternative. Puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les traverses à gué aménagées étaient légalement interdites, tandis qu'elles le sont permis ailleurs, dans les saines pratiques, dans d'autres endroits à travers la planète. Et les pontages temporaires qui sont légalement reconnus au Québec, qui peuvent être installés dans le cadre du REDF, sont très, très peu utilisés parce que peut-être trop contraignant, le mode d'usage des traverses, des pontages temporaires qu'on appelle les ouvrages amovibles au sens de la loi. Ce qui fait qu'en documentant tout ça, on s'est rendu compte, hey, il y a des guides de saine pratique
wow, avec, hey, wow, hey, là, il y a des plans, des rolling dips, des cross-drain, il y a plein d'informations. Puis on se dit, ben oui, puis là, en allant au BC, on se rend compte, ben oui, ça fait partie des pratiques. Quand le monde quitte un chantier de récolte, il reste juste des travaux sylvicoles, ils mettent des traverses à gué aménagées, ils enlèvent les ponceaux, ils font des rip-wrap, ils font toutes sortes de choses sur la route pour évaluer, parce que la gestion, la qualité de l'eau, en lien avec la voirie, est cohérente et planifiée depuis le départ de la construction du chemin. Donc là, à partir de là, nous autres, on s'est dit, bon, ben let's go, on prend une équipe de recherche puis on va évaluer plusieurs aspects. Il y avait d'abord Vicky Larocque qui a travaillé sur la conception des traverses à gué aménagées parce que là, c'est bien beau de voir dans la littérature comment le monde fait, mais on s'est bien rendu compte qu'il n'y a pas personne qui avait pris le temps de faire des calculs hydrauliques sur la chose, puis ils se sont dit, ben, tu tires des roches dans un chemin, puis dans le lit du cours d'eau, puis tu t'organises. On s'est rendu compte que les guides n'étaient pas super bien faits sur les aspects techniques. On s'est dit, on va travailler là-dessus. Olivier Ferland, on lui a dit, toi, tu t'occupes, on va construire des traverses à gué, tu évalues tous les coûts, puis pas juste les traverses à gué, tu vas faire l'estimation des coûts puis de la gestion des chemins à faible fréquentation. Karel, c'est une candidate au doctorat, elle, on lui a dit, travaille sur les apports de sédiments des chemins à faible fréquentation, parce que là, on se rend compte, c'est mieux de remplacer un ponceau par une traverse à gué ou de désactiver un chemin au point de vue des sédiments qui sont disponibles ou qui sont émis dans l'eau, et on l'a fait travailler là-dessus. Et Audrey-Anne Grenier, elle, travaillait à l'INRS, elle s'est penchée sur le comportement du poisson après des passages à gué de véhicules dans des traverses à gué. Donc, pour la question de la conception hydraulique, Vicky a... oui, c'est ça, c'est Vicky. Je vais aller parce que j'avais une Vicky et une Cathy, là, je me trompe tout le temps dans les noms. Donc, Vicky Larocque a travaillé sur 4 traverses à gué aménagées. Elle a d'abord sélectionné plusieurs sites. On s'est promené sur la Côte-Nord à plusieurs endroits parce qu'on était avec Hydro-Québec. Donc, la photo aérienne, il y a des drôles de lignes, bien, c'est des lignes électriques. On s'entend, on travaillait avec Hydro-Québec, c'était eux autres qui étaient notre bailleur de fonds. Donc, on est allé travailler sur des structures qui étaient en très mauvais état. Et à partir de là, on a pris des données topographiques, on a traité les données LIDAR et Vicky a travaillé sur la modélisation et la simulation hydraulique des débits de conception. Donc, à partir des données LIDAR 3D, elle a fait de la simulation hydraulique pour connaître les forces, les coefficients de friction dans le lit du cours d'eau pour finalement faire des plans de conception et baser sur quelle grosseur de pierre ça nous prend pour être capable de résister au débit de pointe qui va être généré dans des crues exceptionnelles sur ces cours d'eau-là. Ça a fait ça pour les 4 structures. Puis dans tous les cas, on a construit les traverses à gué aménagées. Comme vous voyez, on a remplacé la structure qui était là par une structure comme celle-là où il y a un accès. Il n'y a plus de ponceau, là. On est tout simplement, les véhicules passent dans le lit du cours d'eau pour traverser le chemin. Et à partir de là, on a vérifié aussi l'intégrité dans les années qui ont suivi. Donc, les recommandations qui concernent la conception des ouvrages des traverses à gué aménagées, c'est qu'il faut réaliser les travaux en période de débit bas. C'est quand même assez évident, mais il reste que c'est une recommandation extrêmement importante. S'il y a trop d'eau qui passe pendant qu'on fait les travaux, ça déstabilise les matériaux qu'on met dans le lit du cours d'eau. Il faut stabiliser les approches. Ça ne paraît pas, là, mais sur ce qu'on voit là, au début, on se disait, on va juste mettre une traverse à gué, juste la zone de débordement, ça va être 4 mètres de chaque côté du lit du cours d'eau. Puis finalement, on se rendait compte, non. Le chemin va éroder au complet. Donc, il faut stabiliser au moins jusqu'à 20 mètres. De toute façon, au point de vue réglementaire, ça ne serait pas logique de faire autre chose. Mais on se rend compte que les apports de sédiments qui peuvent se faire vers la traverse à gué ne proviennent pas de la traverse à gué. Ils proviennent du chemin qui descend vers le cours d'eau, qui, lui, n'a plus de végétation. Puis à partir de là, bien, c'est ça qu'il faut stabiliser sur une longue période. Il faut pratiquement se rendre jusqu'en haut de la côte puis s'assurer de bien gérer les eaux de ruissellement du chemin qui mène à la traverse. On a aussi découvert qu'il fallait remplacer les sols mous parce qu'à chaque fois qu'on avait une structure dans le lit du cours d'eau qui était posée puis que les sols ne tenaient pas, il faut mettre des structures, il faut excaver le lit du cours d'eau puis le remplacer par de la pierre. Et là est le secret dans toute la littérature qu'on a lue, il faut mettre des pierres anguleuses. Si vous pensez que vous êtes capable de prendre de la pierre qui est native sur place, de la belle roche de Rivière-Ronde, puis de dire on va mettre ça dans le lit du cours d'eau, puis c'est là-dessus qu'on va rouler, le lit du cours d'eau ne sera jamais stable. Quand vous allez rouler en véhicule, les roches vont se déplacer puis il ne restera pas en place. La clé du succès, c'est de mettre de la pierre concassée, du 100-200, puis c'est magique, ça tient. Et vous allez voir, il y a un autre avantage à ça, c'est que les véhicules ne peuvent pas rouler vite là-dessus.
Donc, quand tu mets de la grosse pierre, les pick-up peuvent passer, les 4 roues peuvent passer, mais il n'y a personne qui passe en fou parce que ça fait blablabla. Quand tu te déplaces dessus, c'est bien dur de passer, mais tu es capable de traverser et c'est stable. Donc, techniquement, il faut remplacer le lit par des pierres anguleuses, puis les berges, bien, plus haut, puis sur la stabilisation de l'accès vers la traverse à gué, on peut y aller avec des matériaux un peu plus petits. Du côté de l'analyse de coûts, ça, c'est vraiment intéressant parce que dès le départ, on s'est dit, il n'y a rien qui va marcher dans ce projet-là si on ne sait pas combien ça coûte. Y a-t-il des avantages financiers à faire ce qu'on fait? Donc, Olivier a travaillé sur l'abandon, la fermeture et la mise hors service. Il a évalué les 3 situations. Pour ça, il a découpé des opérations dans l'eau de travail en regardant de façon minutieuse tout ce qui a été fait par la machinerie, combien ça a coûté de main-d'œuvre, combien de matériaux ça venait d'où, c'était quoi les coûts, c'était quoi le temps, c'est quoi le volume. Et tout ça a été fait par une analyse de littérature, des avis d'experts, parce que dans bien des cas, il y a de la littérature qui existe, mais plutôt grise. Fait que là, en consultant des experts qui nous disent « Ouais, bien, en construction de chemin, ça coûte tant, ça coûte ci, ça coûte ça », il a été capable aussi de faire de la mesure réelle en mettant des caméras et en faisant de la segmentation temporelle aux secondes près de 8 retraits de ponceau, 9 fossés de déviation, 6 ouvrages amovibles, puis 10 traverses à gué aménagées. Puis là, il a rentré ça dans un immense projet de maîtrise où il a pris tous les lots de travail qui vont jusqu'à l'aménagement d'un ponceau simple avec son abandon, mais aussi toute l'installation du ponceau, la mise en forme des approches, la formation de la fondation, la mise en place des conduits. Donc, toute l'information est super précise. Puis là, il a fait ça pour plusieurs modes de gestion. Je vous résume ça rapidement pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Parce que des tableaux comme ça, là, il y en a au moins une quinzaine dans son mémoire de maîtrise. Il a évalué, entre autres, les valeurs optimistes en vert, les valeurs probables en jaune et les valeurs pessimistes en orange pour différentes dimensions de ponceaux. Des petits ponceaux, des moyens ponceaux, des gros ponceaux avec des temps de construction. À partir de là, tout est documenté. Puis si quelqu'un n'est pas d'accord, il y a juste à changer les chiffres, le nombre d'heures, puis ajuster les calculs. Tout est ouvert, tout est là, tout est disponible. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il a fait un mode de gestion par abandon où on construit une traverse de cours d'eau, puis on l'abandonne. Ça de là, pas d'entretien, pas de suivi, ça ne coûte pas cher, mais c'est le coût de construction. Il l'a comparé à, tu construis une traverse de cours d'eau, qui est un ponceau, puis après ça, tu décides de l'enlever avant de quitter ton chantier. Et l'autre solution qu'il a comparée, c'est le mode de gestion par mise hors service où tu construis ton ponceau, tu démantèles le ponceau, mais tu le remplaces par une traverse à gué aménagée. Puis les coûts pour des ponceaux moyens, puis là, l'idée, c'est les coûts probables. Il y a plein d'autres chiffres, là, mais je vous en montre pour vous donner une idée. Normalement, pour un ponceau de 1200 mm dans ces eaux-là, ça va te coûter 8800 $ pour faire ton ponceau puis l'abandonner. Après ça, tu t'en occupes plus. Là. Puis à partir de là, ton accès est maintenu, mais tu n'as pas d'entretien à faire. Puis si tu n'as pas d'entretien à faire, tu as des risques de dégradation pour l'environnement. Ce n'est pas génial. L'alternative, c'est de construire le ponceau, de l'enlever. Mais quand tu l'enlèves, ton accès est fermé. Là, tu ne peux plus accéder au territoire, ta route est fermée. Puis là, des fois, tu as besoin de l'utiliser sur plus longtemps. Il n'y a pas d'entretien, pas de dégradation, mais en même temps, tu n'as plus accès. Ce n'est pas génial non plus. L'alternative est de maintenir les accès, qui est une désactivation ou une mise hors service. Bien, dans ce cas-là, ça coûte 13 800 parce qu'il faut que tu construises un ponceau, que tu défasses ton ponceau, que tu mettes une traverse à gué, puis après ça, tu n'auras pas nécessairement d'entretien à faire ou très peu. Il y aura très peu de dégradation, puis l'accès va être restreint, mais accessible par des véhicules légers pendant le temps que tu veux. Donc, c'est comme une alternative à fermer ta route. Tu veux garder ta route, mais la faire, en fait, être capable d'y accéder pendant longtemps. Puis, ce qui est ressorti, c'est que les constructions d'une traverse à gué, on en a construit 12. Puis, sur les 12, il n'y en a pas... exceptionnellement, il y en a qui ont coûté un petit peu plus cher, mais c'est pour des raisons de planification des opérations. Mais normalement, ça devrait coûter en bas de 4 000 $ pour construire une traverse à gué sur des cours d'eau qui peuvent avoir jusqu'à 4-5 mètres de large de lit d'écoulement. Donc, c'est ce qu'on sait, puis c'est ce qu'on a documenté à travers tout ça. Du côté de la part de sédiments, je vais regarder mon temps un peu. Oh, ça va super bien. Du côté de la part de sédiments, Karel Gilbert, elle a travaillé sur la mesure des sédiments qui sont émis dans les cours d'eau pendant la construction de 4 traverses à gué, mais ce n'est pas les mêmes que Vicky. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a installé en amont et en aval d'un chemin qui devait être remplacé par une traverse à gué avant la
les travaux, pendant les travaux, puis après les travaux, elle a installé plein de capteurs pour calculer le débit, la turbidité et prendre des échantillons d'eau qu'elle a ensuite ramenés en laboratoire pour calculer des ratios très clairs entre la turbidité et la matière en suspension qui était émise lors des travaux. Ce que ça a fini par donner comme résultat, c'est que, puis là, je vous donne 2 exemples, là, il y a 4 sites qu'elle a pu documenter. Je vais vous donner l'exemple de Latuc, où il y avait un ponceau comme celui-là, en très bon état, mais qui devait être démantelé. Dans ce cas-là, le démantèlement a mené à l'installation d'une traverse à gué aménagée. Et les travaux au total ont généré, si vous regardez le tableau, là, un petit peu plus que 430 kg de sédiments fins. Donc là, on pogne le penny, là, puis on prend juste des sédiments fins qui peuvent être dommageables pour l'environnement. Donc, mais le gros de l'émission des sédiments s'est fait en enlevant le ponceau. Ce n'est pas la traverse à gué qui a généré le plus de sédiments, c'est le fait de retirer le ponceau. Fait que même dans la situation où on se dit, bien, on va construire un chemin, on pose un ponceau, puis une fois qu'on a fini, on enlève le ponceau, bien, c'est ça qui génère les sédiments, d'enlever le ponceau. Ce n'est pas le temps de construire la traverse. Donc, à partir de là, ça, c'est quand même des résultats assez intéressants. Puis, dans le cas de Pessamit, c'est un immense washout, un ponceau lessivé gigantesque, qui avait été lessivé au moins 2 à 3 fois, parce qu'il y avait des traces qui nous permettaient de savoir qu'il y avait des tuyaux qui étaient là, qui étaient foirés. Il y avait 3 sortes de tuyaux. Là. On le sait là, que ça a été patché souvent, ce site-là, fortement érodé. Puis on l'a remplacé par une traverse à gué aménagée. Puis ça, c'est même 3 ans après la construction, puis c'est rendu en train de se stabiliser. Le site est vraiment très stable, puis il n'y a plus de source d'érosion, d'après ce qu'on en sait à l'heure actuelle. Dans ce cas-là, ça a généré 225 kg. Puis là, je veux juste vous montrer ce qu'elle a fait aussi. C'est qu'elle a été capable de démontrer, parce que là, on le voit, le ponceau là, qui est en washout là, de Pessamit, elle a tout mesuré. Elle a fait un 3D de ça. Puis elle a dit, si j'avais la route qui était avant, là, elle était haute comment? C'est quoi le volume qui est perdu? Elle a pris du sol dans le chemin, elle l'a tamisé, puis elle a calculé ça. Il y a 350 tonnes, donc l'équivalent de 27 camions de 10 roues qui ont été érodés. Puis si on tamise tout ça, c'est l'équivalent de 15 camions de 10 roues de sédiments fins. Parce que là, on se dit, bah, les grosses pierres, c'est pas si grave que ça. Là. Mais une fois tamisé, là, il en reste quand même 15 camions de 10 roues. Donc, ce qu'elle a réussi à démontrer, c'est que l'abandon, là, ça génère beaucoup de sédiments comparativement au remplacement du ponceau par une mise hors service qui est faite par une traverse à gué. Et dans ce cas-ci, bien là, il y a un camion de 10 roues, mais attendez, là, il y a 15 camions de 10 roues. Là, ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé peut-être 2 fois. Ça, c'est des estimations grossières. Donc, les dommages à l'environnement aquatique, là, ils ont été faits par l'abandon. Par contre, la mise hors service, c'est l'équivalent d'une brouette de sédiments fins qu'on a généré, puis c'est parce qu'il a fallu enlever toute la marde qui était là, les tuyaux, les ponceaux, le barrage de castor, toutes les affaires qui ont lâché. Mais là, l'avantage, c'est que peu importe ce qu'on va faire, puis la stabilisation du chemin de ce côté-là, là, que vous voyez, là, qui s'en va plus loin, là, a été faite sur plus long, avec une stabilisation de berge, ce site-là peut être demain matin abandonné, puis personne ne va passer dessus et il n'y aura plus de menace qui est une érosion majeure de 10 roues de sédiments. Donc, c'est une alternative assez intéressante, mais qui ne se prête pas à tout. Parce que, comme vous allez voir, les véhicules peuvent passer à basse vitesse dans le lit d'écoulement, puis ça nettoie les roues. Oui, on va générer des sédiments. Puis d'ailleurs, on a fait beaucoup de passages de véhicules comme ça, en mettant des capteurs amont-aval pour savoir c'est quoi la quantité de sédiments qui est générée. Non significatif. Et même pas capable de mesurer. Karel a travaillé fort, là, puis au final, on n'est pas capable de mesurer les sédiments qui s'en vont dans le lit du cours d'eau. Donc, juste pour vous le montrer, puis là, ce qu'on s'attend, c'est que ce soit des véhicules légers, comme des 4 roues, des pick-up qui vont passer à l'intérieur ou dans le lit des cours d'eau. Il y a une affaire qu'il faut que vous voyez, par exemple, c'est que si vous êtes un véhicule long et lourd, là, un fardier, là, c'est sûr qu'il jamme là-dedans. Là. C'est pas fait pour ça. Là. Donc, ça, c'est. Je vous laisse ça en suspens, là, parce que je vous en reparle. Là. Mais l'idée, c'est que c'est pas magique. C'est magique pour certains types de fermeture de chemin. Puis ça devient une saine pratique parce que la quantité de sédiments qui est générée par le passage des machines dans le lit du cours d'eau est extrêmement faible. Puis justement, pour aller encore plus loin, le comportement du poisson a été évalué par l'équipe de l'INRS grâce à la télémétrie PIT-TAG, qui est en fait
attraper des poissons. Dans ce cas-là, ça a été des saumons, de les anesthésier, puis de leur rentrer une petite patente à l'intérieur qui est un capteur qui est passif. À chaque fois que le capteur passe au-dessus d'une antenne qui est, elle, électrifiée, l'antenne est capable de mesurer, de savoir, c'est le pit tag numéro 462 qui vient de passer à telle heure, telle place. Donc, à partir d'un réseau d'antennes qui a été installé dans une rivière qui est un affluent de la rivière Sainte-Marguerite, dans le coin de Sacré-Cœur, il y a eu des passages à gué répétés qui ont été. On n'a plus de son. On perd le meilleur, là. Ben oui. Sylvain, tu devras répéter ça. OK. Donc, dans le cas des... je vais revenir, ça, vous l'avez vu. OK. Donc, les pit tags, avec le réseau d'antennes, avec le réseau d'antennes, les passages à gué, ce qu'ils ont généré comme résultat, c'est au-dessus de 320 000 activités. Donc, c'est le nombre de fois qu'il y a un poisson qui a passé au-dessus d'une des antennes. Puis là, il y avait un réseau d'antennes. Donc, ça a été extrêmement complexe à analyser, mais les résultats les plus récents démontrent que l'activité des saumons qui ont été capturés, anesthésiés, on a mis un pit tag et qui se sont déplacés pendant ce temps-là, était beaucoup plus fortement influencé par la température de l'eau, l'été versus l'automne, par le fait que la nuit, les poissons sont beaucoup plus actifs que le jour, parce que le jour, ils sont en train de se cacher des prédateurs, puis la nuit, ils sont capables de s'alimenter puis de se déplacer. Puis finalement, ils sont possiblement influencés par les passages fréquents. Ça, c'est dans le cas où ils ont fait des passages aux 15 minutes, assez rapides, assez fréquents. Dans ce cas-là, il y avait un petit peu moins d'activité des poissons lors des passages. Mais dès que les passages étaient arrêtés, les poissons se remettaient à faire comme si de rien n'était. Donc, ce qui a été noté, c'est que les conditions environnementales ont une plus grande influence sur le comportement du poisson que les passages à gué eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de l'air d'avoir été affectés outrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des effets sur le poisson d'avoir des passages à gué, mais d'après ce qu'on comprend, c'est qu'avec la science qu'on a réussi à faire là-dessus, ce n'est pas si évident de faire un lien de cause à effet. Donc, on a par la suite, là, je termine avec le projet pour m'aligner sur la description du guide, c'est qu'on a fait l'inspection de 12 traverses à gué. On en a construit, puis on a fait l'inspection pendant plusieurs années, donc au-dessus, trois étés de fil. Et ce qu'on remarque, après 12 traverses à gué qui ont été installées en Mauricie, dans le coin de la Tuque, puis sur la côte nord, et d'autres aussi dans le coin de Québec, donc sur le territoire du séminaire de Québec, c'est que les lits sont stables s'ils sont bien construits. La clé du succès, ça a été, puis là, c'était pas tout le temps facile, on s'entend, là, quand tu arrives dans un washout, il est où le lit de ton cours d'eau? Il est où son talweg? Bonne chance. Tu as eu un 10 roues, puis des 10 roues, puis un ponceau qui a été imposé il y a 30 ans. Fait que le retrouver, il est où le bon lit de cours d'eau? C'était pas évident. Mais l'idée, c'est que si on remet la zone de passage des véhicules directement à la bonne hauteur, les lits restent stables pendant longtemps, même avec des crues, parce qu'on a remarqué des traces de crues qui ont laissé des sédiments sur les berges, mais à long terme, le lit est encore stable puis il est toujours là. Il y a une revégétalisation très rapide en fonction des types de dépôts, des types de roches qu'on a mis, puis à la base, c'est pas une mauvaise chose. S'il est faiblement fréquenté, ça s'entretient, un chemin comme celui-là, légèrement en ayant un véhicule ou en coupant quelques herbes si on a besoin de la traverse. Les approches peuvent causer des apports de sédiments, puis c'est ça, le seul endroit où on a eu un gros apport de sédiments ne venait pas de la traverse à gué, ça venait d'un ponceau 40 mètres en amont qui descendait puis qui a été mal dévié. Donc, il faut réfléchir à toute la gestion de la voirie forestière et non pas juste aux traverses de cours d'eau pour arriver à faire une bonne gestion de la voirie. Et il y a peu ou pas d'entretien nécessaire. Là, je ne mets pas parce que je veux juste être... En fait, je mets peu, mais dans la vraie vie, j'ai bien l'impression que ce n'est pas d'entretien. Parce que du jour au lendemain, tu décides de l'abandonner, la traverse à gué, là, elle va se revégétaliser, puis dans 10-15 ans, on ne saura plus qu'elle est là. Et ça ne causera pas de dommages ni au libre passage du poisson, ni au barrage de castor, ni à l'érosion puis l'apport de sédiments, c'est bien fait. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les traverses à gué sont infranchissables pour des véhicules lourds et longs. Là, je dis lourd et long parce que juste lourd, ça peut passer.
Pas souhaitable, mais ça peut passer. Le problème, c'est quand ils sont trop longs, parce qu'il y a trop de pentes, puis ben, tu sais, ton 10 roues, ta vanne de bois, pas le 10 roues, là, mais la vanne de bois va rester à côté, le nez puis le derrière en arrière. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est fait pour des usages légers. Puis là-dessus, ben, c'est pour ça qu'on a rédigé le guide de saine pratique pour les chemins à faible utilisation. C'était notre livrable dans le projet. Le but, ce n'était pas juste de garder les résultats et de publier ça dans des articles scientifiques, mais c'était vraiment de publier un guide qui allait être utile pour tous ceux et celles qui voulaient avoir un outil d'aide à la décision qui vise à faire les meilleurs choix pour l'entretien à long terme, la déclassification et la fermeture. Puis parmi l'équipe qui a travaillé, il s'est ajouté des personnes, entre autres Philippe Paradis-Lacombe, qui avait travaillé sur le premier projet initial, qui nous avait fait ouvrir les yeux là-dessus, et André Plamondon, qui est présent aujourd'hui. Donc, merci André d'avoir participé à tout ça pour la rédaction. Encore une fois, je dois faire l'avertissement, un running gag, là, mais à la base, c'est vrai. Il y a des recommandations qui sont illégales sur les terres publiques au Québec. Donc, les chemins à faible utilisation, là, je vous en ai parlé depuis tantôt. J'ai parlé de faible fréquentation, puis là, je parle de faible utilisation. C'est la même affaire. La réponse, c'est oui. Faible utilisation, on l'a utilisé comme terme dans le guide. Pourquoi? Pour fitter avec le RADF. Logique? Ça va? Donc, les chemins sont caractérisés, un chemin à faible fréquentation, c'est caractérisé par une construction initiale visant une période d'utilisation intensive, généralement courte. Ça veut dire là, sortir du bois d'un secteur où on ne va pas retourner avant un maudit bout de temps parce qu'on a fait une coupe totale, parce que c'est un tout petit secteur, c'est un cul-de-sac, un fond de fourche. Puis dans ce cas-là, ben oui, on a besoin de véhicules lourds parce qu'il faut sortir le bois, ça va nous prendre du transport lourd avec des véhicules longs. On n'a pas le choix, il faut sortir le bois. Fait que ça, on n'a pas le choix, c'est une utilisation intensive avec des véhicules lourds, mais ça se peut que la période de temps, là, ça soit 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après ça, on fait quoi avec le chemin? Bien là, justement, c'est quand c'est un chemin à faible utilisation parce que c'est suivi par une longue période d'utilisation sporadique par des véhicules légers. C'est quoi les véhicules légers? Les véhicules qui font du précom, les véhicules qui font de la plantation. Ce n'est pas des véhicules lourds, là. Ils seraient capables de passer dans une traverse à gué aménagée. On va dépasser un peu, on a eu des petits problèmes techniques. Donc, véhicules lourds, mais je ne vous tiendrai pas trop longtemps, ça s'en vient. Donc, les véhicules lourds, c'est les fardiers, les camions de transport de bois, de matériaux, de gravier et la machinerie forestière. Officiellement, on n'en a pas construit de traverse à gué qui pourrait se prêter au passage de la machinerie forestière. Je vous confirme qu'il existe de la littérature qui permet de construire des traverses à gué aménagées qui laissent passer des tanks. Donc, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de longueur du véhicule. Des véhicules légers, c'est camionnettes, véhicules en route et motoneige. Donc, dans notre guide, on a une section complète et très, très bien documentée pour vous donner tous les conseils pour les traverses à gué aménagées, pour la planification, la construction, les recommandations et aussi le suivi à moyen et long terme de ces structures-là. Mais comme je vous dis, c'est sur terre publique, ce n'est pas légal. C'est l'article 26 du RADF qui nous interdit de faire des passages à gué. Mais sur terre privée, croyez-le ou non, la loi sur la qualité de l'environnement, le RAM-HHS et le RIAFI font en sorte que c'est tout à fait légal de construire sans demande d'autorisation des traverses à gué qui font jusqu'à 7 mètres. Ne cherchez pas pourquoi, je ne le sais pas moi non plus. Mais sur terre privée, c'est tout à fait légal. La réglementation municipale s'applique toutefois. Au niveau des conseils pour les ouvrages amovibles, ça aussi, on a une section parce qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement utile parce qu'il y a un règlement qui le permet, il n'y a pas de guide qui décrit comment faire le travail. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de façons de faire, entre autres, les culées. Ce n'est pas des culées, là, mais c'est les assises sur lesquelles on met le tablier. Il y a plein de méthodes différentes, il y a des choses super intéressantes et on a documenté au mieux qu'on pouvait cette section-là pour la planification, la construction, recommandations et le suivi. Mais comme je vous disais au début, c'est que le RADF permet les ouvrages amovibles. Le problème, c'est que c'est seulement s'il y a une fermeture, pas une mise hors service. Une fermeture du chemin après 3 ans, il faut reboiser tout le chemin, sinon on n'a pas le droit d'utiliser ça. Puis là, il y a des enjeux de c'est à qui la traverse, puis j'ai des travaux sylvicoles, je vais en avoir besoin, c'est qui. Bon. Ce qui fait que c'est très difficile dans un contexte opérationnel d'utiliser des ouvrages amovibles, mais moi, je suis convaincu qu'on devrait faire ça de plus en plus. On a aussi des conseils pour la fermeture de chemin, donc la désactivation temporaire, semi-permanente et permanente. C'est un peu particulier, là, mais c'est parce que les fermetures de chemin, il y a bien des façons de faire. Là.
Puis il faut retirer le ponceau, mais une fois qu'on le fait, on refaçonne le chemin de quelle façon? Si on a l'intention d'y retourner bientôt ou jamais, on ne refera peut-être pas la même façon de gérer tout ça. Entre autres, on peut donner des formes à la couronne de notre chemin pour la faire disparaître complètement ou la maintenir pour un certain bout de temps. Puis la gestion des chemins aussi, on s'est rendu compte que dans la littérature, il y avait toutes les questions des water bars, qu'on a traduit par barres d'eau, très original, ou des rolling dip par des creux drainants. Mais il reste que c'est des méthodes qui sont extrêmement intéressantes à réfléchir dans certains types d'usages de la voirie forestière, et des fossés de déviation aussi sont des solutions intéressantes pour enlever des conduits de drainage lorsqu'on sait qu'on démantèle une route. Je vais devoir passer plus vite, mais ce qui est une clé qui est très importante dans notre guide, c'est qu'on a réfléchi longuement à des schémas décisionnels pour des choix de stratégie. Entre autres, on a 2 schémas comme ça, un pour quand les chemins sont déjà là, puis un pour les chemins quand ils n'existent pas, puis on doit les construire. Puis pour faire ça, il faut évaluer l'utilisation actuelle, l'utilisation future anticipée, et à partir de là, on a des stratégies qui sont proposées, qui sont décrites après ça dans le guide. Mais ça exclut les chemins fortement utilisés parce que techniquement, il existe plein de guides qui vous disent comment entretenir de la voirie forestière sur des chemins de classe 1, 2, 3. Là. Ça, on n'a pas besoin de réinventer ça. On n'est pas allé là-dedans. Donc, c'est pour vous donner un exemple. Si on a des chemins qui ne sont pas utilisés, on va suivre la prise de décision. Puis on se dit, si on pense jamais utiliser le chemin, on pense utiliser le chemin d'ici 25 ans de façon fréquente, le chemin, on va le garder en bon état puis on va l'entretenir. Ça, c'est déjà une suggestion. Là. On va l'entretenir, si ça vous tente. Mais si ce n'est pas utilisé et on ne pense pas y retourner avant 25 ans, si le chemin est en bon état, on pourrait le désactiver de façon temporaire parce qu'on va peut-être y retourner. Ou s'il y a des signes d'érosion, on ferme ça de façon semi-permanente. Puis si on n'a aucun usage, on ferme. Donc, c'est le genre de décision qu'on a décrite à l'intérieur du guide. La même chose pour les faibles usages où on a des usages de traverse à gué. Et ainsi de suite. Donc, je vais passer rapidement parce que le temps passe vite, mais je vais passer, puis vous pourrez le voir. Puis, on a un autre guide, pas un autre guide, mais un autre schéma comme celui-là, mais dans le cas où les chemins n'existent pas, c'est encore plus intéressant dans le sens où tu prévois une utilisation lourde pendant une courte période de temps, récolte forestière, construction de lignes de transport, puis ensuite, tu vas planifier l'usage dès le moment de sa construction. Fait qu'à partir de là, il y a des options intéressantes qui s'offrent, comme de dire des chemins temporaires, qu'est-ce qu'on fait avec, mais aussi, entre autres, avec des chemins où on sait qu'on va avoir des travaux sylvicoles pendant une courte période de temps. Pourquoi on n'utilise pas déjà un ouvrage amovible qu'on va remplacer par une traverse à gué? On pourrait tout faire nos travaux sylvicoles sur des traverses à gué. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Parce qu'on va juste utiliser des véhicules légers de toute façon. Mais ça, c'est une solution qu'on pourrait faire. Puis ensuite, si la traverse à gué, on n'en a plus de besoin, on désactive par la suite ou on le garde pour plus longtemps. Donc, toutes les options sont dans le guide. Je n'irai pas plus dans le détail pour vous sauver du temps. J'avais fait une couple de diapos. Mais ce que je voulais... c'est bizarre, il y a une image qui n'est pas apparue. Attendez un peu. Il y a une fois, en tout cas, l'image qui était là, c'est que je voulais vous montrer l'adaptation des chemins à faible utilisation. Donc, ce qu'on a, ce qu'il devrait avoir ici comme image, c'est le chemin qui est en forte érosion, qui est en mauvais état, qui a un ponceau qui est en train de se dégrader, qu'on remplace par une traverse à gué, des barres d'eau, des rolling dips, en fait, les creux drainants, et on remplace certains ponceaux, on dévie les eaux. Ça, c'est une façon qui serait logique de planifier les chemins qu'on va savoir être à faible utilisation. Puis les chemins à faible utilisation, c'est la majorité des chemins qu'on a construits et qu'on construit sur terre publique à l'heure actuelle. Donc, pourquoi on fait ça? C'est revenir exactement à ce que je vous ai présenté au début. C'est pour réduire les risques au milieu aquatique, qui pour l'instant est dans notre loi, mais qui n'a pas tout à fait l'encadrement pour y arriver. Puis, on veut maintenir aussi l'accès à des véhicules légers dans le cas d'adaptation, parce que ce chemin-là, on aurait pu le fermer aussi. Hein. Juste tout reboiser, le faire disparaître, c'est aussi une option intéressante. Mais entre les deux, de dire, on va aller à la chasse, à la pêche, puis peut-être des travaux sylvicoles sur un horizon de 40-50 ans, c'est une structure comme celle-là qu'on devrait mettre en place pour maintenir l'accès à long terme à des véhicules légers en réduisant les risques. Donc, ma conclusion, c'est que les chemins forestiers peuvent être mieux gérés au Québec. Il faut planifier leur utilisation à court, moyen et long terme. On attend encore une politique de gestion de la voirie forestière au Québec. Ça s'en vient. Ça fait
J'ai un sous-ministre qui me l'a déjà dit que ça s'en vient. Ça fait déjà 2 ans qu'il me l'a dit, mais ça s'en vient. Puis, il faut penser à avoir différentes options comme entretenir, désactiver et fermer. Parce que, puis là, il y a entretenir qu'on ne fait pas, puis il y a désactiver qu'on ne fait pas, puis il y a fermer qu'on fait une fois de temps en temps dans des cas exceptionnels. Puis ça, il faut le faire pour les chemins déjà en place, ce qui ne fait pas nécessairement l'objet de l'intention du législateur en ce moment, d'après ce que je comprends. Parce que c'est surtout vers les chemins à construire qu'on veut s'enligner. Donc là, il y a un jeu à faire là-dessus. Puis moi, c'est ma recommandation, c'est qu'officiellement, il faudrait se le dire, tout le monde, l'abandon doit être proscrit. Il faut arrêter d'abandonner nos chemins. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais c'est la responsabilité de personne, donc c'est ça qui se fait. Puis les traverses à gué aménagées sont des solutions alternatives prometteuses, mais dans certaines situations. Puis je vous le répète, je vous l'ai déjà montré, nous autres, on a étudié ça en masse, puis ce n'est pas la solution miracle à tout. C'est un plan de gestion que ça nous prend, mais comme solution pour des désactivations sur des petits cours d'eau qui sont peu encaissés, qui ont des faibles utilisations, qui sont prévues par des véhicules légers, c'est une solution extrêmement intéressante. Et ça a un potentiel aussi d'usage conjoint avec des ouvrages amovibles. Pourquoi? C'est parce que justement, on pourrait commencer à gérer des chantiers aujourd'hui, à ouvrir des chemins avec des ouvrages amovibles, en pensant déjà qu'une fois que l'ouvrage amovible, une fois que le bois est sorti, que les vannes sont parties, on enlève l'ouvrage amovible, on met une traverse à gué à la même place, là, en dessous de la structure. Ciao, bye. Après ça, l'entretien va être limité, puis on va être capable de gérer la forêt et notre voirie forestière pendant longtemps. Merci aux partenaires. C'est quand même un travail qui a pris 5 ans et on a eu des partenaires très collaboratifs dans ce dossier-là. CRSNG, Hydro-Québec, Énergir, le ministère Forêt, Fonds de Parc, FP Innovation, le Conseil des Inuits des Pessamit qui nous a permis justement de gérer les projets, Séminaire de Québec qui nous a accueillis pour plusieurs mises en place de projets et nos différentes organisations et centres de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, il aurait fallu que ce soit plus long, c'est sûr. Hein, c'est notre problème. Je vais prendre la période de questions. Je vais aller en ligne. Je vais venir ici. Puis ceux qui veulent poser des questions, juste me dire, puis je vais aller vous porter le micro. Mais si on a déjà une question en ligne, ça va? Dans le bâton. En fait, la question, c'est est-ce que les hydrocarbures ont été évalués? C'était notre intention au début. On s'est rendu compte que c'était techniquement impossible parce que les hydrocarbures sont tellement en faible quantité sur un véhicule, puis lorsqu'ils passent dans une eau froide, ils se dissouent peu. Et en fait, c'est un de mes collègues, Normand Bergeron, qui m'a de toute façon dit que la génération d'hydrocarbures de façon naturelle par la décomposition de la matière organique dans les lits de cours d'eau, dans les berges, générait généralement beaucoup plus d'hydrocarbures et de composés organiques que les véhicules qui vont passer dans les chemins. Puis soit dit en passant, là, une garette qui saute avec une hausse qui pète sur le bord d'un cours d'eau, ben, ça en génère aussi, puis on n'empêche quand même pas les véhicules de passer par-dessus les traverses de cours d'eau. Donc, techniquement, c'est une question qu'on s'est clairement posée, mais officiellement, il n'y a à peu près pas d'enjeu. On a même, en fait, les spécialistes du poisson, du milieu aquatique, considèrent que ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas une hypothèse valable de craindre les déversements d'hydrocarbures qui sont liés aux huiles, à la transmission, des choses comme ça, qui pourraient être en dessous des véhicules qui vont passer dans l'eau froide qu'on a dans nos cours d'eau. Oui. Allô Sylvain, bravo pour ta présentation, c'était super intéressant. Maxime Brousseau du CERFO. Je commençais par une question, peut-être super pratique, mais est-ce qu'il y a un certain débit ou un niveau d'eau? J'imagine à un moment donné, on doit dire ben, ça passe plus. Oui. Est-ce qu'il y a des indications visuelles qui disent quand le niveau de l'eau a atteint telle hauteur, j'imagine, c'est impraticable? Tout à fait. Là, à cette question-là, on a lu la littérature qui disait qu'il faut éviter de faire des traverses à gué à des endroits où il y a plus que... généralement, c'était 1 pied d'eau pour des questions de sécurité de véhicule, pour pas qu'ils se mettent à flotter, surtout s'il y a un certain débit.
Mais à partir de là, quand on est en débit de base, là, on n'a jamais un pied là, sur des petits cours d'eau de cette largeur-là. C'est pas logique de traverser un lac. Là, on ne pourrait pas faire un... Mais l'idée, c'est que, mais tu as raison, sur des enjeux de sécurité, ça devient important parce que rendu au printemps, là, avec un débit de crue, là, un endroit qui, en été, va avoir un petit pipi qui passe, là, je ne sais pas moi, un 5-10 cm d'eau, de hauteur d'eau, ça peut générer une crue qui va mesurer presque 1 mètre de haut avec du débit et ça peut être extrêmement dangereux pour des véhicules. Là, à partir de là, ben, c'est tout le temps la question de la sécurité routière, mais on traverse, quand il y a un wash-out sur ces chemins-là, il n'y a plus de ponceau, puis la crue passe pareil. Fait que là, on s'empêche de faire des structures en se disant qu'il faudrait les gérer pour des questions de sécurité parce que s'il y a un cave qui passe dessus au mauvais moment et puis il se ramasse on va être pogné avec ça, bien, légalement, non. En fait, le gouvernement du Québec a déjà prévu ça. Mais il reste que de rien faire puis d'abandonner des structures puis de tolérer des wash-outs, qu'est-ce qui se passe? Bien, la même affaire, le cave qui avait à passer là pendant qu'il y a une traverse aménagée va passer là pendant qu'il y a un wash-out aussi. Là. Fait qu'on est dans la même situation. C'est bizarre, mais c'est parce qu'on a toujours tendance à dire je ne peux pas permettre quelque chose qui gère un risque, mais je peux tolérer de ne pas prendre de décision puis de laisser les gens avoir le risque parce que je ne m'en suis pas servi, c'est pas moi qui ai pris la décision. Ça ne fait pas de sens, mais oui, il y a des liens. Puis effectivement, si on allait de l'avant, si je veux être constructif là, par rapport à ça, ta question est bonne, c'est qu'il pourrait y avoir des repères posés en amont, en aval, dans le lit des cours d'eau, dans des traverses à gué qui peuvent être un petit peu plus funky, un peu plus dangereuses, puis dire, bien là, tu as un repère, là, puis quand tu ne vois plus la ligne rouge, là, ou bien quand tu ne vois plus de ligne verte, là, puis que ça devient rouge, puis ce qui dépasse de l'eau, c'est juste du rouge, là, c'est que tu as 2 pieds d'eau, là, avant ça, tu n'as pas là en pick-up, là, parce que tu ne ressortiras pas. Ah, merci. J'enchaînerai rapidement avec une autre question. Pour avoir une planification long terme du réseau routier, faut-il avoir une planification long terme des opérations forestières? Oui. C'est une question piège, hein, ça? Eh oui, absolument. Absolument, mais on pourrait, de toute façon, avec le réseau routier actuel déjà en place, on pourrait déjà commencer à faire une planification à moyen terme, même à long terme, de dire il y a des chemins en trop, on pourrait les fermer, puis avoir une planification beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, où on pourrait réfléchir à notre réseau routier sur l'accès aux ressources, toutes les ressources permanentes, qu'est-ce qu'on veut garder, à qui paye, comment ça se gère. Puis pour l'instant, c'est tout simplement, on a construit, subventionné la construction, mais on n'a pas prévu ni l'entretien, ni la fermeture autrement que par opportunité ponctuelle de il y a tel chemin, on devrait le fermer, puis ainsi de suite. Mais une planification globale n'a jamais existé, puis on devrait la mettre en place. Mais à ce sujet-là, ce n'est pas ma spécialité. Puis je le soumets, je le dis bien humblement, je suis un hydrologue forestier. Oui, je connais les questions d'enjeux de la voirie forestière, de la planification forestière au Québec, mais si vous voulez des gens qui vont vous donner des conseils sur comment mettre en place un cadre de gestion de la voirie forestière qui est cohérent avec nos activités forestières, là, demandez-moi-les pas à moi, là, mais je vais vous référer du monde. Il y en a plein qui attendent d'avoir de l'argent pour faire des projets de recherche sur cette question-là, pour faire des propositions efficaces. Et oui, j'en ferai partie, mais moi, je serai celui qui parle de l'eau dans cet enjeu-là. Bon, Sylvain, au printemps, c'est pas des caves, là, c'est des passionnés de pêche. Oui, j'avoue. Oui, tu as raison. On a une question de Guillaume Gignac qui nous demande s'il y a une limite maximale de largeur du lit d'équipement pour la. Pour l'instant, nous, ce qu'on a fait construit comme traverse à gué aménagée, la plus large devait avoir un lit au moment du débordement d'environ 3 à 4 mètres, si je me souviens bien. Je pense que ça atteignait 4 mètres. Mais on en a vu et mesuré. Moi, j'en ai vu dans Port-Neuf, sur la rivière Port-Neuf, une traverse à gué pour des camions de chaux, là, des 10 roues qui s'en vont dans un champ à l'autre bord, puis de la machinerie agricole qui s'en va faucher le champ à l'autre bord. Puis elle fait au moins 12 mètres de large. Puis, soit dit en passant, il y a une traverse à gué à la forêt Montmorency sur la rivière Montmorency.
C'est Hydro-Québec qui n'a pas le choix, qui passe par là à débit très bas pour aller entretenir des pylônes hydroélectriques dans un coin. C'est bien weird, là, mais il y en a à des places. On n'est pas supposé, mais il y en a à des places, des très larges. Si on revient à l'esprit de la question qui a été posée, je pense qu'on peut espérer être en mesure de faire des traverses à gué aménagées sécuritaires dans des cours d'eau avec des bassins versants pas trop gros. Il faut rarement dépasser des bassins versants qui vont avoir on a fait des calculs à peu près 14-15 km² parce qu'au-dessus de ça, là, il y a des débits de crue qui deviennent tellement gros que les roches qu'on va mettre dans le fond du lit vont décrocher, vont finir par partir. Donc, cette question-là, c'est une question hydraulique là, au sens propre du terme. Donc, on pense, puis là, à partir de là, bien là, tu as des 12, 13, 14 km². Tu as des lits de cours d'eau qui vont facilement faire 5-6 mètres de large en fonction des différentes régions. Puis, il y a tout le temps des cas où tu pourrais aller sur un cours d'eau qui est très large, mais peu épais, qui est en milieu agricole, avec un peu de pente. Donc là, ça pourrait toujours se faire sur des territoires parce qu'on le sait qu'il n'y aura pas épais d'eau. Mais dans du bouclier canadien, en milieu forestier, il ne faut pas aller trop loin. D'après moi, à 3 mètres, à 4 mètres de large, là, ça commence à être du sport d'aller plus large que ça pour le maintien de la structure à long terme. Parce que le danger, c'est qu'à un moment donné, il y a un coup d'eau qui va faire en sorte que tout ton gravier que tu as mis dans le lit de ton cours d'eau va se flusher. Oui, Monsieur Jean-François Desbiens veut savoir où on peut trouver le guide. Il est sur le site du ministère, il est sur le site de ZEC Québec. Moi, je l'ai sur mon site du CEF à l'Université Laval. Il est disponible, en fait, si vous tapez mon nom, puis le Centre d'études des forêts, vous allez le trouver, il est accessible, c'est un fichier PDF. Puis si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi un courriel, je vais vous l'envoyer, c'est un détail. Ça va me faire plaisir. Jean-François Paquette, Service canadien des forêts. Je me demandais, est-ce que vous avez fait l'installation de batards d'eau ou de la déviation de cours d'eau quand vous faites l'installation de roches puis vous creusez dans le cours d'eau? Jamais. Comme là, je commence à estimer 750 000 ponceaux qui ont été construits depuis 40 ans au Québec. Il n'y en a jamais un qui a été installé avec des batards d'eau. Oh, je dis jamais, là. Peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, s'est amusé à en utiliser. Là. Tous les ponceaux au Québec ont tous été posés pendant que l'eau coulait. Ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses, mais ça fait partie de notre culture forestière. Puis je me suis fait poser la question par des gens du MPO. Ils m'ont dit il faudrait que tu travailles à sec. Puis la réponse, c'est pourquoi faudrait que je travaille à sec pour faire quelque chose qui sert à régler une situation problème où on n'a jamais travaillé à sec. À partir de là, on est comme en train de spinner en rond là, de contraintes qui n'ont pas de sens. Oui, ce serait logique de travailler à sec. Non, on ne travaille pas à sec. Et la réponse, ce n'est pas une recommandation de ma part. C'est que si demain matin, on dit qu'il faut les traverses à gué, on va le permettre, mais il faut que ça se travaille à sec. Là. Moi, je vais lever la main et je vais dire le REDF, on le rouvre au complet, on l'éventre parce qu'il n'y a pas un ponceau qui devrait se poser à sec non plus. Qui ne devrait pas se poser à sec non plus. Donc, il y a des incohérences à un moment donné que je dose. Mais la question est bonne parce que dans les pratiques forestières ailleurs au Canada, les ponceaux, généralement, s'installent à sec. Et ce n'est pas magique parce que quand tu installes à sec avec des batards d'eau, ça accumule beaucoup de sédiments, il y a beaucoup de techniques à mettre en place et la plupart du temps, tu génères énormément de sédiments par l'utilisation du batard d'eau. L'avantage du batard d'eau, puis là, en passant, le batard d'eau, c'est de mettre un barrage qui va permettre de dévier les eaux pendant que tu travailles. L'avantage du batard d'eau, c'est la stabilité des sédiments que tu vas compacter sous ta structure et sur le côté des structures. C'est des questions d'ingénierie puis de maintien des matériaux. C'est pour ça qu'on travaille à sec. C'est logique de le faire, mais on n'a jamais eu cette habitude-là, puis nos ponceaux, ils tiennent quand même pas pire. J'avais une sous-question, c'était quel était l'avis de MPO sur votre cas de pratique? Est-ce que tu peux en parler? On peut en parler, mais ça a été plutôt des ostinations pour... ils nous ont donné les permis sous la menace. De ma part, pas de leur part, là, mais il a fallu que je sois très insistant. Parce qu'il y a mieux dire... En fait, il y a un historique un peu bizarre là-dedans, là, mais le MPO a, dans son cadre réglementaire, la responsabilité de réglementer les activités.
Si je prends une pelle mécanique puis je fais quelque chose, c'est une activité, et là, il s'installe. Si je prends un ponceau, je le regarde de même, j'attends qu'il floche, il y a des tonnes et des tonnes de sédiments dans le lit du cours d'eau, tout dit pas eu d'activité, pas mon problème. Puis c'est l'application réglementaire stricte et qui ne devrait pas être faite. Puis dans la réalité, légalement, il existe des jurisprudences qui disent que de se croiser les bras et de ne rien faire dans une situation où tu le sais qu'il y a un danger constitue une activité au sens de la loi. La non-action, ça peut arriver en cours. C'est un dossier que j'ai mis en contradiction avec le ministère de l'Environnement, le MPO, au cours des 2 dernières années, puis j'en viens à la conclusion que la loi sur la qualité de l'environnement au Québec ne s'applique pas sur terre publique. Le ministère de l'Environnement a lâché le bébé. Ils vont gérer ça avec le ministère des Forêts. Mais en ce moment, le ministère de l'Environnement, si on leur dit « Viens appliquer l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement », ils disent « Je ne me déplace pas. Je laisse le ministère des Forêts de s'en occuper. » Puis le ministère des Forêts, il n'y a personne qui a le mandat ou la responsabilité d'appliquer l'article 20 de la loi sur la qualité de l'environnement. En ce moment, la loi sur la qualité de l'environnement ne s'applique pas sur terre publique. S'il y a quelqu'un qui veut me contredire, ça va me faire plaisir d'en débattre. Sylvain, c'est François Laliberté. Petite question bien rapide. Tu as parlé des coûts tantôt pour les tags. Le coût que tu as émis, là, à peu près 4 000, est-ce que ça comprenait la conception, les coûts de conception aussi ou pas? Non, pas non. Dans le mémoire d'Olivier, les coûts de conception ne sont pas dedans, mais ça comprend le coût des matériaux dans tous les cas. Il y a des fois qu'on était loin en tabarnouche, là, puis on s'est fait livrer 2-3 camions 10 roues de 100-200 concassés qui venaient d'une gravière. Là, on n'avait pas le choix. Là. Nous autres, ce n'était pas négociable. Fait que ça, dans le 4000, c'est inclus. Donc, si vous avez des sources locales de matériaux concassés, le prix peut être beaucoup plus faible. L'essentiel du temps de travail, c'est la manutention des matériaux, puis, entre autres, la déviation des eaux le long de toute la route qui se rend vers la traverse à gué. Parce que ce qui est un peu spécial, c'est que la traverse à gué, elle ne peut pas être plus dans le creux là, de ta route. Fait que toutes les eaux de débordement, d'écoulement de ta route, tes fossés, s'en vont toutes direct dans ta traverse à gué. Fait qu'il faut que tu gères beaucoup mieux les eaux que ce que tu le ferais si tu avais une route qui avait un remblai, parce qu'à partir du moment où tu as un remblai, bien, les eaux, tu es capable de facilement les dévier avant. Tandis que là, tu n'as pas le choix. Tu essaies de les dévier, ils vont se rendre dans ton cours d'eau. Donc là, toute cette gestion-là est importante. Et la planification, une fois que c'est fait, les frais de planification, je pense qu'ils seront, lorsque ce sera permis, lorsqu'il y aura de l'expertise, vont être quand même assez faibles parce que c'est de planifier la livraison de matériaux, une pelle mécanique. Puis, généralement, quelqu'un qui est capable de mesurer les élévations relatives là, avec des appareils de qualité pour être capable d'avoir le bon lit du cours d'eau. On a une question en ligne sur... en Europe, il y a quelques tags qui sont faits en béton. Pour savoir si vous avez pensé à cette... On les a vus. Il y en a aussi beaucoup aux États-Unis qui ont été faits. Puis, généralement, c'est sur des structures qu'on sait qui vont être là pendant des décennies. Et ça permet, entre autres, le passage de véhicules citadins, pratiquement, là, quand c'est en béton. Mais on considère que ce n'est pas nécessaire pour le milieu forestier où les gens qui visitent le milieu forestier ont des véhicules qui permettent de rouler sur de la pierre concassée, puis d'être capable d'y aller, de traverser. Donc, ce qu'on voyait, c'est une augmentation extrêmement importante des coûts par des structures pavées. Là, souvent, ils ont des systèmes de... On a déjà vu ça, là, mais c'est quand même assez complexe. Là. C'est des pavés unis, mais avec des systèmes qui interloquent. Là. Ça s'intègre ça s'imbrique les uns dans les autres. Donc, chaque pierre est comme retenue avec les autres. Ça reste quand même des structures qui peuvent être très, très, très durables, mais on pense que ce n'est pas nécessaire d'en avoir dans le contexte forestier québécois à l'heure actuelle. Là. Et non, on n'en a pas testé, on n'en a pas construit, mais on les a vus dans la littérature. Petite question pratique pour le matériel. Ah oui, OK, excuse-moi. Je ne sais pas si le micro... oui, c'est vous, ça va. De question pratique pour le matériel, puis le 102.5 qui est laissé dans le fond, si on allait remettre une ponceau, là, disons 25 ans plus tard, pour refaire du transport lourd, là, réutiliser
le matériel, l'amener, Absolument. ou on peut le tasser puis même refaire la même. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Si on n'a pas vraiment besoin de permettre le libre passage du poisson, parce que là, il y aurait une question d'enfouissement, je pense qu'on serait capable de mettre directement le tuyau sur cette pierre-là ou d'entasser, parce que là, nous autres, on a mis deux fois l'épaisseur de la pierre là, en dessous. Donc, dans le lit, là, on a 40 cm d'épais de gravier. Fait que si tu as besoin d'enfouir un 20 cm, tu tasses un peu à grosse roche, mets ton tuyau, mets du matériel plus fin, puis tu serais capable de remettre un ponceau. Mais ce qu'on souhaite, c'est que le jour où on choisit de mettre en service un chemin, on met des traverses à gué aménagées, on les conçoit, c'est que le jour où on a à faire des travaux lourds, que le réflexe soit instantané. Ouvrage amovible. Merci, bonsoir. Tu ne remets pas un ponceau là. Tu veux maintenir ton ouvrage, ta traverse à gué aménagée. Donc, tu arrives sur place, rouleau de géotextile, tu fais tes assises en matériel compacté, planche de bois, d'un bord, de l'autre, puis là, tu as accès. Là, ta structure, un petit peu. Puis là, c'est pas long d'installer un ouvrage amovible. Là. Quand il y a une équipe qui sait comment faire, là, tabarnouche, c'est vraiment beau à voir. Là. Puis ça va vite. Puis une fois qu'ils ont fini, tu as fini ton transport de bois, tu repars avec ton ouvrage amovible, tu l'installes sur un autre chantier, puis la semaine d'après, il y a quelqu'un qui est capable d'aller faire les travaux civicoles parce que ta traverse à gué aménagée est encore là. Mais tout ça, c'est possible si le chemin le permet, parce qu'il y a des endroits, parce qu'on a essayé de faire l'usage conjoint, ouvrage amovible, traverse à gué aménagée. On a essayé de le faire en Gaspésie, puis le projet à dernière minute a été arrêté parce qu'on s'est bien rendu compte qu'en Gaspésie, quand tu essaies de trouver une place pour installer un ponceau, c'est dans des courbes, dans des routes qui ont des fortes courbes, puis tu n'as pas le choix. Une vanne qui fait 50 pieds de long, elle ne peut pas rentrer en tournant sur ton ouvrage amovible. C'est un pont vraiment pas large. Fait qu'elle n'a pas le choix, il faut qu'elle rentre droit, puis elle sorte droit. Fait que là, il fallait manger 2 bouts de montagne pour être capable de le faire, puis ça a fait planter le projet. Donc, les ouvrages amovibles, ça peut fonctionner, mais il y a des contraintes techniques pour leur utilisation sur le territoire. Donc, ce n'est pas magique non plus, ce n'est pas pour tous les chantiers, mais il y a des chantiers où je pense que ça serait très simple de tout simplement dire, ah ouais, ouvrage amovible, puis là, quand une compagnie est habituée à en a plein, le prendre dans un chantier, de l'amène ailleurs. Et de la minute qui est enlevée, il faut pas. Une fois que tu le poses, il ne faut pas que quelqu'un dise ouais, j'aurais besoin d'aller faire des inspections de travaux. Puis moi, je ne passe pas dans une traverse à gué. Là, on est fourré là, parce que la personne n'amènera pas son ouvrage amovible pour aller faire 5 minutes d'inventaire à l'autre bord. C'est ça. Bonjour, merci, c'était très intéressant, mais j'ai une question à propos du choix de l'endroit où on veut traverser le cours d'eau. Quand on installe un ponceau, on se dit on va prendre un endroit où c'est étroit et encaissé. Oui. Là, c'est facile, tu mets ton ponceau et tu remblais. Tout à fait. Alors que quand tu veux faire une traverse à gué, là, tu vas choisir un endroit où ça descend plus doucement, puis le lit de la rivière est peut-être un peu plus large, mais beaucoup moins profond. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Nous, on n'a pas eu à se poser cette question-là, mais la question, elle est excellente. Et c'est pour ça qu'on a deux schémas décisionnels. Un dans le cas où ton chemin est déjà là, puis des fois, ton chemin est déjà là, tu ne seras jamais capable de mettre une traverse à gué parce que le ponceau puis le chemin, il a été conçu pour justement être dans l'endroit où le cours d'eau est bien trop encaissé. Il y a du remblai très épais au-dessus de ton ponceau. Tu ne seras jamais capable de mettre une traverse à gué parce que tu vas rentrer avec ton pick-up, tu vas rester poigné dans le trou. T'sais. Donc là, l'idée, c'est que oui, tu as raison, là, ça influence la construction ou le choix du lieu de traversée d'un cours d'eau. Mais pour ça, il faut avoir un plan de gestion. Il faut savoir avec qui il va servir, pendant combien de temps le chemin. Mais si tu es juste la personne qui dit moi, je vais chercher le bois, puis ce que je veux, c'est réduire mes coûts, bien, c'est sûr, tu vas mettre un ponceau, puis tu vas le faire à l'endroit où tu n'as pas besoin de permettre le libre passage du poisson. Puis tu vas appliquer l'article 104, là, merci, bonsoir. Puis, fait que là, on arrive dans une situation où, vu qu'il n'y a pas de planification, bien, on ne peut pas faire de la belle mise en service parce qu'elle n'est pas conçue dès le départ. Excusez. Donc, il faut réfléchir à ça dans un tout et faire une planification de la voirie forestière avec la compréhension de ce qu'on va faire avec la route sur le moyen et le long terme. Et ta question est excellente. On l'a vu à plusieurs endroits que c'était un choix décisionnel intéressant. Je vais prendre une dernière question en salle, puis après ça, je vais aller en ligne. Salut, merci pour la présentation.
Je me demandais, dans le cas où on décide d'installer un ouvrage amovible, est-ce qu'on aurait avantage à installer la traverse à gué avant l'ouvrage ou après? On s'est posé les questions, puis on n'a pas pu le réaliser. En fait, on était supposé faire ça en Gaspésie, puis tester la chose. Mon avis est que tant qu'à avoir de la machinerie, au moment de l'installation de l'ouvrage amovible, ça vaudrait la peine de faire la traverse à gué, premier, on commence par ça. On installe l'ouvrage amovible par-dessus, puis quand c'est fini, l'équipe d'opération qui aura à démanteler l'ouvrage amovible va avoir beaucoup moins de gestion de matériel et de durée de temps des travaux, puis il va être capable de démanteler rapidement l'infrastructure puis la mettre. Mais ça serait aussi valable de faire l'autre option où les gens installent l'ouvrage amovible, puis lorsqu'ils démantèlent l'ouvrage amovible, construisent la traverse à gué par la suite. Je pense que les deux options sont valables. J'ai une préférence pour la première option, mais je ne suis pas sûr que ça va dépendre de chacun des chantiers. Quelqu'un pourrait décider pour des raisons opérationnelles que c'est plus logique de faire l'autre option. Pour une dernière question en ligne, on veut savoir, concernant les ouvrages amovibles, est-ce que les appuis sont en dehors du lit? Est-ce que la capacité portante doit être signée par un ingénieur ou un ingénieur forestier? Ah, ça, c'est une excellente question. Oui, ça doit être signé par un ingénieur forestier qui a les compétences pour le faire. Donc, il y a des gens qui ont des formations assez poussées en construction de chemin pour savoir les charges, mais normalement, quand tu achètes le tablier de l'ouvrage amovible, il y a des ingénieurs qui ont signé puis qui te recommandent des plans de la longueur, de la position, de l'acculé, ou de l'acculé ou de l'appui. Donc, l'appui, pour qu'il soit stable, qu'est-ce que ça prend? Puis une fois que c'est fait, bien, avec une certaine expertise, les gens sont capables d'aller de l'avant et de les installer par la suite. Mais oui, normalement, il y a déjà des cahiers de charges pour être capable de faire ce genre de structure-là. Puis tu as le tonnage, puis tu as la manutention du pont, en fait, du tablier, qui est déjà très connu. Puis quand tu l'achètes, la structure, ça vient avec ces plans-là. Mais l'installation sur le terrain, effectivement, ça prend des bonnes assises bien faites. Normalement, l'expertise peut être possédée par des gens qui sont ingénieurs forestiers. Sylvain, un grand merci. Je vous demanderais de... Merci, Sylvain. Merci d'avoir cassé la glace et d'avoir parti ça. On va mettre fin à cette activité-là. Je vous rappelle que le prochain café-conférence, c'est le 28 février 2023 avec Lucas Moreau qui va venir nous parler du rôle du secteur forestier québécois dans la lutte contre les changements climatiques. Et le 21 mars, on va parler du règlement sur le reboisement en forêt privée. C'est un créneau nouveau pour l'ingénieur forestier. C'est Claude Fortin du